Mercredi 29 octobre 2025, la librairie Ombre Blanche recevait le sociologue Ugo Paletta, maître de conférences à l'Université de Lille, auteur d'ouvrages sur l'histoire du fascisme et sa résurgence contemporaine, notamment Face à la menace fasciste, coécrit avec Ludivine Bantigny en 2021, et La possibilité du fascisme en 2018. Ugo Paletta présentait ce jour-là son ouvrage, republié chez Textuel en version augmentée, La Nouvelle Internationale Fasciste, une mise à jour 3 ans après sa première parution, due au nationalisme mondial incarné par les figures de Trump, Modi, Poutine, Milei, Orban, Netanyahou, Meloni et d'autres. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette rencontre avec Ugo Paletta. Alors hier on a accueilli Baptiste Roger Lacan pour une rencontre autour de la nouvelle histoire de l'extrême droite. Aujourd'hui on est avec Ugo Paletta, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, rattaché au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, associé également à l'Institut national d'études démographiques. J'ai bon ? Parfait. Vous co-dirigez la revue Contretemps et animez le podcast Minuit dans le ciel consacré aux extrêmes droites sur la plateforme Spectre. Vous êtes spécialiste à la base plutôt du système éducatif, des inégalités nationales, et vous êtes dirigé par la suite sur des études sur l'extrême droite. Vous consacrez donc une partie importante de vos travaux à l'histoire et à la résurgence contemporaine du fascisme. Donc on peut dire que vous êtes un sociologue donc, qui étudie le très contemporain, mais vous proposez aussi une lecture historique de l'extrême droite. Vous avez entre autres signé La possibilité du fascisme à la découverte en 2018, Défaire le racisme, affronter le fascisme à la dispute en 2022. Avec Omar Slaouti. Avec l'enseignant Omar Slaouti, effectivement. Et Comment le fascisme gagne la France en 2025, qui a été réédité cette année à la découverte. Et donc chez Textuel, cette année, donc la Nouvelle Internationale Fasciste, mais vous avez également sorti Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme en 2021. Donc la Nouvelle Internationale... avec Ludivine Bantigny. Avec Ludivine Bantigny, historienne, évidemment, c'est vrai, c'est bien. La Nouvelle Internationale Fasciste qui est sortie en 2022, là on est devant une réédition, sous-titrée Nouvelle édition malheureusement augmentée. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ça veut dire que la dynamique de fascisation s'est intensifiée entre 2022 et 2025 ? Et c'est ça qui vous a poussé à rééditer aussi rapidement ce livre ? Oui, alors effectivement, c'est une réédition assez largement augmentée. Je crois qu'on est passé de moins de 100 pages c'était un tout petit livre, à peut-être 145, 150 pages, quoi. Donc ça reste un petit livre qui mériterait d'ailleurs sans doute d'être réédité 3-4 fois pour atteindre vraiment la dimension du sujet, c'est-à-dire 500 ou 600 pages. Mais ça viendra, malheureusement peut-être, là encore. Mais oui, la dynamique de fascisation me semble à l'échelle française, continentale et mondiale. Évidemment qu'il me semble qu'elle s'est approfondie depuis l'apparition de première édition en 2022. Juste comme ça, pour évoquer quelques éléments. Bon, la réélection de Trump, dans la première édition, je disais attention, l'attaque du Capitole n'a pas été le barreau d'honneur d'une extrême droite trumpiste qui serait vouée en quelque sorte à périr et qui aurait montré en quelque sorte son vrai visage au Capitole en janvier 2021, et donc tout le monde maintenant sait, et ils ne reviendront pas au pouvoir. Bon, malheureusement, il s'est avéré qu'il est revenu au pouvoir, et assez facilement, notamment du fait du bilan des démocrates au pouvoir. Le génocide à Gaza commis par le fascisme colonial israélien est un autre élément, à mon avis, absolument incontournable dans cette affaire de la dynamique de fascisation à l'échelle mondiale. L'élection de Milei est d'une force, disons, aussi radicalement libertarienne autoritaire, qui est pour moi une des branches, on va dire, ou des variétés, si vous voulez, du néofascisme contemporain à l'échelle mondiale. Là encore, est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Milei, il y a 10 ans, c'est personne. Enfin, c'est un économiste qui passe un peu dans les débats télévisés en Argentine, qui est un peu considéré comme un mec un peu loufoque, à la fois charismatique, mais un peu grotesque par bien des aspects, et il se retrouve au pouvoir. De la même manière que personne n'aurait imaginé que Bolsonaro, qui était aussi un personnage tout à fait grotesque, un clown dangereux, parviendrait au pouvoir
pouvoir au Brésil, même s'il en a été délogé, dans des conditions où en réalité il n'a pas perdu de beaucoup. On s'attendait à ce que Lula, avec la grande coalition qu'il avait construite, allant en gros de la gauche radicale, du PSOL, en passant par le Parti des travailleurs, jusqu'à des pans du centre droit, on pensait que Lula gagnerait largement, et en fait le bolsonarisme, l'extrême droite brésilienne a montré qu'elle avait une base sociale et électorale beaucoup plus large que ce qu'on imaginait. Là encore, Milei devait perdre soi-disant les élections législatives en Argentine, il vient de les gagner. Ouais. Alors là encore, comme on disait, il n'a pas de cadre, il avait été battu dans des élections locales, etc. Et pour ajouter encore quelques éléments qui me semblent pertinents sur l'Europe, bon, non seulement il y a le fait que Meloni est au pouvoir depuis 3 ans et que ça faisait longtemps qu'une chef de gouvernement en Italie n'était pas restée relativement populaire aussi longtemps, ce qui quand même là encore dit un certain nombre de choses, mais ce qui m'a semblé en réalité plus frappant, c'est la manière dont les extrêmes droites européennes, qui étaient en quelque sorte, et qui sont toujours par rapport aux extrêmes droites notamment du continent américain, qui semblait être dans une trajectoire vraiment de respectabilisation, de normalisation, etc. On voit renaître des mouvements de rue à une échelle de masse et des mouvements de type, y compris pogromiste. On a vu à l'été 2024 des meutes de type raciste attaquer des hôtels qui accueillent des réfugiés. Je parle en Grande-Bretagne, hein, je ne sais plus si j'avais dit, en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui. Attaquer des hôtels qui accueillent des réfugiés, des commerces associés à l'immigration, des mosquées, suite à des fake news autour d'un fait divers sordide. Donc il y a ça, outre le fait que par ailleurs l'extrême droite institutionnelle en Grande-Bretagne est annoncée vainqueur des prochaines élections. Il y a eu des manifestations de masse en Espagne de la part de l'extrême droite contre l'amnistie de militants indépendantistes catalans. Il y a eu dans des pays où l'extrême droite était très faible en Europe, il y a encore 10 ans, je pense à l'Allemagne, en particulier au Portugal, on voit à quel point ils ont progressé, notamment pour le coup sur la scène électorale et institutionnelle. Donc bon, voilà, il fallait faire effectivement une réédition pour essayer d'analyser tout ça. Et par ailleurs, le livre m'avait laissé insatisfait parce qu'il y a vraiment plein de choses que j'abordais pas dans la première édition et que j'ai essayé de compléter. C'est pas juste une actualisation au regard de ce qui s'est passé entre-temps, et il s'est passé pas mal de choses, c'est aussi enrichir le livre d'autres éléments d'analyse qui n'étaient pas présents dans la première édition. Très bien. Et j'aimerais justement, vous avez parlé de Javier Milei, qui vient de gagner les législatives argentines. J'aimerais vous lire une citation qu'il a prononcée au forum de Davos, donc le forum d'économie mondiale, en janvier 2025, et avoir votre réaction. Donc la citation est la suivante. « Je ne me sens plus seul car tout au long de cette année, j'ai pu trouver des camarades dans cette lutte pour les idées de la liberté aux 4 coins de la planète. Du merveilleux Elon Musk à la féroce dame italienne, ma chère amie Giorgia Meloni, de Bukele au Salvador à Viktor Orban en Hongrie, de Benjamin Netanyahou en Israël à Donald Trump aux États-Unis, lentement, une alliance internationale de toutes les nations qui veulent être libres et qui croient aux idées de liberté s'est formée. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que notre bataille n'est pas gagnée, que si l'espoir renaît, il est de notre devoir moral et de notre responsabilité historique de démanteler l'édifice idéologique du wokisme maladif. Est-ce là une expression de ce que vous appelez l'international fasciste ? D'abord, je viens de m'apercevoir que j'avais été un rustre et que j'avais remercié personne, donc je vais te remercier toi et la librairie Ombre Blanche de l'invitation pour commencer. En plus, ce qui me permet de venir à Toulouse et dans la ville du très regretté philosophe et militant Daniel Ben Saïd, donc ça m'est assez cher. Voilà, donc j'avais prévu de le faire en première question et j'ai complètement oublié après, donc je l'ai dit. Oui, effectivement, la déclaration de Milei, elle me semble effectivement traduire, signaler quelque chose qu'on oublie assez souvent, qui en réalité est vrai pour l'extrême droite de l'entre-deux-guerres, donc de la période des années 20 et 30, 40. Qui est qu'il y a toujours eu une sorte, on pourrait presque parler d'internationalisme fasciste. Malgré le fait que ce sont des forces évidemment ultranationalistes qui estiment que leur patrie, leur nation excède toutes les autres en beauté, en puissance, en gloire, etc. Eh bien, ils ont à de très nombreux moments été capables non seulement de développer une vision globale, internationale, mais de construire des alliances, parfois de manière extrêmement volontariste, des rassemblements internationaux, d'agir en commun. Ils regardent de manière
vraiment très précise ce que font les extrêmes droites au plan mondial. Donc ils empruntent des tactiques, des stratégies, des mots, des affects, des styles, des méthodes, des symboles, etc. Alors évidemment, dans les années 20 et 30, c'est le fascisme italien qui a d'abord été singé un peu partout en Europe, notamment, et au-delà de l'Europe d'ailleurs, hein, parce que Mussolini arrive au pouvoir en premier en 1922, et puis ensuite l'Allemagne étant une puissance plus importante sur le plan scientifique, industriel et plus prestigieuse que l'Italie, c'est évidemment l'Allemagne qui a pris le relais comme puissance hégémonique, considérée comme ouvrant la voie vers un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, fasciste ou nazi, etc. Bon. Et en réalité, ce qui se coagule progressivement, j'ai l'impression, effectivement, dans la situation contemporaine, c'est ce type-là d'internationalisme fasciste, donc qui se ramène pas au fait qu'ils sont capables de collaborer, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'en plus c'est plus compliqué en réalité, mais par exemple au Parlement européen, où ils ont 1, 2, voire 3 groupes dans lesquels ils se dispatchent les différentes forces d'extrême droite, mais à travers des rassemblements comme celui de Madrid, il y en a eu 2 il me semble, ou les conférences qui ont lieu régulièrement aux États-Unis, des conservateurs en réalité qui sont bien plus que des conservateurs qui vont jusqu'à des franges clairement suprémacistes, fascistes, etc. Et toute la production d'un espèce de sens commun où chacun va emprunter culturellement, d'un point de vue aussi langagier, des stratégies, etc. Alors c'est par exemple, c'est frappant de voir à quel point la droite française, la droite extrême, l'extrême droite, tire, qui est supposée être très nationaliste, en réalité tire une grande partie de ses stratégies idéologiques de la droite américaine. Tout le truc du wokisme, par exemple, le wokisme, d'abord, d'ailleurs, moi, si j'étais leur conseiller en com, je leur dirais que c'est pas un bon choix stratégique. Ouais. Sincèrement, moi, j'aurais beaucoup plus misé sur l'islamo-gauchisme. Mais bon, ce n'est que mon avis, parce que je veux dire, pour 90% de la population, un woke, c'est un truc dans lequel on cuisine, c'est pas un truc. Autant aux États-Unis, ça parle à des gens, parce que woke, c'est éveillé, mais en réalité, aux États-Unis, on fait plus le lien avec en gros, les politiques égalitaires. Franchement, je pense que ça parle à personne. C'est une sorte de lubie pour vieux lecteurs du Point ou de Valeurs Actuelles, mais je pense vraiment que ça parle même pas vraiment à la base des extrêmes droites. Mais tout ça est lié au fait qu'ils passent leur temps à regarder outre-Atlantique les stratégies des Trumpistes, du mouvement MAGA, la Make America Great Again, de Bannon, etc. Alors, il y a eu ça, mais il y a eu antérieurement la prétendue tyrannie des minorités, qui était aussi une des lubies de la droite extrême états-unienne, et qu'ont repris, alors pas simplement l'extrême droite française, y compris des pans entiers des idéologues médiatiques, de ce qu'on peut appeler l'extrême centre. Je crois que tu voudrais qu'on revienne là-dessus plus tard, mais je sais pas, des gens qui se retrouvent dans la mouvance de francs-tireurs, donc un peu la droite du macronisme, si on veut, c'est pour peu qu'il y ait une gauche du macronisme, mais bon, peu importe. Mais bon, en tout cas, ces gens-là, typiquement, jouent vachement sur ce registre de la tyrannie des minorités, ce qui leur permet de nourrir leur islamophobie, notamment en permanence, etc. Enfin bon. Mais donc voilà, effectivement, je pense que ce que dit Milei, ça signale, ça traduit une recherche de la part des extrêmes droites de convergence. Alors peut-être pas exactement dans l'action à proprement parler, même s'il y en a. Hein, ils font par exemple, récemment, il y avait un meeting commun près de Montargis, dans le Loiret, avec Orban, avec Salvini, avec Le Pen, Bardella. C'est quand même tout à fait significatif à mon sens. Mais donc voilà, une convergence dans l'action, une convergence programmatique, une convergence stratégique pour des courants qui viennent d'histoires différentes, comme dans même si c'est pour moi une même famille politique, de la même manière qu'il y a dans la famille politique de la gauche radicale, il y a plein de souches, bien pareil dans l'extrême droite. Et bien justement, entre tous ces mouvements protéiformes, comment vous faites la distinction entre ce que vous ramenez plutôt en extrême droite et d'un autre côté les régimes fascistes? Alors disons l'extrême droite, est-ce que Le Pen, est-ce que Mélanie, on les considère comme fascistes aujourd'hui? Est-ce que le fascisme, vous désignez dans le livre plutôt la Russie, Israël? On peut aussi évoquer évidemment les États-Unis avec une forme de fascisme à l'américaine que beaucoup d'analystes soulignent. Comment vous faites la distinction entre comment on peut mesurer en fait? C'est possible de faire un stade?
Alors, je ferais pas exactement comme ça. Je dirais que pour moi, j'utilise plutôt le vocable extrême droite. Alors d'abord, des fois, je l'utilise par commodité parce que c'est plus dans le débat public et que malgré tout, c'est une bien meilleure catégorie malgré tout que par exemple populisme ou populisme de droite ou national-populisme ou même droite radicale. Parce extrême droite, ça dit à mon avis quelque chose, c'est que ce sont des gens qui sont profondément à droite au sens où ils sont profondément conservateurs. Ce qui les agite, c'est la conservation, la consolidation de l'ordre social, des rapports sociaux de domination de classe, de genre, ratio, etc. Donc, ils sont profondément de droite, ils n'ont rien d'anti-système en réalité, ni de politique de rupture en quoi que ce soit. Et dans cette veine-là, ils sont plus extrémistes, si vous voulez, que la droite traditionnelle. Quoique, évidemment, vu ce que devient la droite traditionnelle depuis un paquet d'années, et évidemment, ils leur font une certaine concurrence. Bon, Retailleau, antérieurement Darmanin, enfin bon. Donc pour moi, j'utilise plutôt extrême droite, soit par communauté, soit pour désigner une famille politique dans laquelle on peut trouver. Alors si on regarde au XXe siècle, on peut trouver les mouvements et qu'on regarde notamment, je sais pas, une bonne partie du XXe siècle, c'était assez facile de distinguer les mouvances spécifiquement fascistes. Oui. Y compris dans l'après-guerre, tout ce qui s'était reconstitué à partir des débris des régimes fascistes. Donc le parti dont Meloni est héritière, c'était le MSI, le mouvement social italien, qui voulait aussi dire, petit nom de code pour dire Mussolini sempre immortale, Mussolini toujours immortel. Mais le FN évidemment a été aussi construit par tous les débris du fascisme français, enfin tout ou presque, les anciens de l'OAS, les anciens collabos, les anciens Waffen-SS, les anciens de Castagneur de Occident et de Ordre Nouveau, etc. Mais donc voilà, il y avait cette branche fasciste au sein de la famille de l'extrême droite. Et puis il y a une autre branche qu'on oublie souvent, mais qui a eu une grande importance au XXe siècle, c'est l'extrême droite militaire. C'est Franco, c'est les colonels grecs, c'est Pinochet au Chili. Évidemment, ces gens-là, par ailleurs, se sont alliés aux mouvances fascistes partout où ils sont arrivés au pouvoir. De la même manière que les fascistes, quand ils arrivent au pouvoir, se sont aussi alliés à l'extrême droite militaire. Et d'ailleurs à la quasi-totalité des droites qui se sont toujours retrouvées dans les gouvernements dominés par les fascistes partout où ils sont arrivés au pouvoir. En Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Ce qu'on a, au fait, au pouvoir, c'est une coalition dans laquelle on a à la fois des militaires, à la fois des représentants éminents des droites conservatrices et libérales, et évidemment les chefs des leaders fascistes. Alors au Chili de Pinochet, ils ont fait il y avait les gens du groupe fasciste Patrie et Liberté, si je me trompe pas. Franco a fait alliance avec la Phalange. Salazar, on trouvait aussi les chemises bleues, les fameuses chemises bleues, donc les mouvements plus proprement fascistes, dans une coalition où il y avait la droite catholique intégriste, des militaires et cette mouvance fasciste-là. Donc en fait, les régimes fascistes sont toujours, Poulantzas, qui était un grand théoricien marxiste, disait que les régimes fascistes sont toujours composites. On y trouve toujours des différentes fractions, différentes branches. C'est ce qui leur donne, y compris leur caractère en partie contradictoire, mais avec une dominante. Il y a des régimes dans lesquels c'est les militaires qui dominent, notamment dans le cadre des régimes qui sont issus directement d'un coup d'État militaire, comme en Espagne 36-39 après la guerre civile, ou au Chili de Pinochet. C'est un cas différent en Italie ou en Allemagne où c'est des partis fascistes qui arrivent au pouvoir et qui ensuite cherchent à construire des coalitions autour d'eux. Mais voilà, donc l'extrême droite fasciste, branche fasciste de l'extrême droite, branche militaire. Historiquement, évidemment, si on remontait dans le temps, on pourrait trouver les branches plus spécifiquement, notamment en France, mais dans d'autres pays on pourrait dire traditionnalistes, souvent royalistes, monarchistes, qui prônent un retour au roi, etc. Alors évidemment, ça c'est quand même très marginalisé, ça existe encore, sous la forme notamment de l'Action française, mais il s'agite un peu partout, mais vraiment, il pèse pas grand-chose. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je crois, dans la mesure où je crois pas à des coups d'État militaires imminents, notamment en France, la mouvance qui est la plus forte dans cette famille politique-là, et qui est, j'insiste, c'est toujours cette même famille politique-là ou des extrêmes droites, c'est la mouvance qui a cherché à retravailler, à réactualiser l'héritage du fascisme. Ce qui était la vocation du Front National en 72, c'était à la fois, c'était sortir de la marginalité politique, électorale, dans laquelle la défaite des fascismes en 1945 avait plongé les extrêmes droites européennes, marginalité. Donc il fallait construire une vitrine électorale, et pour ça, et c'était très pensé par l'extrême droite la plus radicale à l'époque, y compris écrit, ça a été écrit par eux. Il faut, en gros, de nouvelles méthodes, une nouvelle stratégie.
Marine Le Pen n'a rien inventé sur la dédiabolisation ou la stratégie de la cravate, pour prendre le titre d'un film. C'est quelque chose que des membres éminents, notamment Dominique Vénère, etc., avaient commencé à théoriser dès la fin des années 60. Et ce qu'on a aujourd'hui, donc, c'est pour moi des formes de nouveau fascisme ou de néo-fascisme, au sens où ce sont des gens qui se sont réellement posé la question de comment on fait pour rendre à nouveau acceptable un certain nombre d'idées en modifiant notamment l'habillage. Je prends un exemple, le racisme. C'était devenu totalement indicible, le racisme sous sa forme la plus explicitement pseudo-biologique, disons. Oui, tout le thème de la race, de la hiérarchie des races, de la sauvegarde de la race, d'une politique même eugéniste pour promouvoir la pérennité de la race, la pureté de la race, etc. Tout ce langage-là, qui est encore le langage d'une certaine manière de Jean-Marie Le Pen, puisque Jean-Marie Le Pen est un passeur entre deux époques. Alors il est né trop tard pour collaborer, mais il est quand même issu de cette histoire de collabo, etc. Il a commis, évidemment, il a torturé en Algérie, c'est évidemment avéré, contrairement à ce qu'il a pu raconter après, mais même lui l'avait dit juste après la guerre d'Algérie. Mais donc, il est un peu entre les deux, si vous voulez. Il commence à faire le transfert entre un racisme sous son habillage ou sous sa forme langagière pseudo-biologique, la plus racialiste explicitement, etc., vers un racisme qui se présente sous une forme culturaliste, où ce qu'on veut sauver prétendument, c'est plus la race, mais c'est l'identité, où ce qu'on défend, c'est que c'est pas tellement l'inégalité des races, mais l'incompatibilité des cultures, ce qui en réalité produit à peu près la même chose en termes de politique de discrimination, enfin, de ce qui prône politique de discrimination, politique d'exclusion, politique de déportation à travers l'idée de remigration, qui est évidemment là encore un faux nez pour ne pas dire déportation de millions de gens immigrés ou issus de l'immigration, parfois issus très lointainement en réalité, bien souvent de l'immigration. Donc ils ont vraiment eu il y a eu tout un travail idéologique, politico-culturel en réalité, pour à nouveau rendre acceptables leurs idées dans l'espace public, et après en concentrant tout notamment pour ce qui est du FN, en concentrant tout sur une stratégie institutionnelle et électorale, ce qui a été manifestement un bon calcul. Ceci dit, ça n'aurait jamais marché si on les avait pas aidés. J'aimerais revenir justement sur ce point, donc le fait qu'il y ait des fascismes protéiformes. Donc on peut parler de Modi, de Trump, de Netanyahou, de Meloni, de Milei, de Poutine, de Duterte, de Marine Le Pen. On pourrait aussi évoquer la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi. La fascisation, donc à l'œuvre, elle semble protéiforme, mais comme vous le dites, il y a bien un dénominateur commun. Vous en parlez dans le livre, vous dites « Le fascisme se caractérise avant tout par un nationalisme purificateur ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage, continuer sur ce pan-là ? Oui, alors si on veut parler de nouveau fascisme ou néofascisme et substituer cette catégorie à d'autres qui sont en usage souvent en sciences politiques mainstream, je dirais, dominante, qui est notamment populisme ou national-populisme, je précise que à peu près tous les populistes qui travaillent sur l'extrême droite et quand ils commencent à parler de populisme, ils disent « Oui, je sais, c'est une catégorie qui pose des tas de problèmes, elle n'est pas pertinente pour plein d'aspects, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'en gros, j'ai pas mieux. » Bon, à mon avis, c'est faux. Alors, si on veut construire un lien avec le fascisme classique, il faut effectivement préciser en quoi il y a une communauté, en quelque sorte, entre le fascisme de l'entre-deux-guerres et les formes d'extrême droite contemporaine, donc on pourrait qualifier du coup de néofascisme. Il me semble que ça découle non pas tellement de la forme exacte que prennent les régimes, ni de la forme exacte que prennent les mouvements. Je pense que c'est évident que les mouvements néofascistes ne se présentent pas sous la même forme que les mouvements fascistes les mouvements néofascistes contemporains ne se présentent pas sous la même forme que les mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres, mais aucun courant politique n'est resté identique entre-temps. Bien sûr. Ni les libéraux, ni les socialistes réformistes, ni les communistes, ni les anarchistes. En réalité, bon, il y en a qui sont un peu dans le formol pour certains, mais en réalité, la plupart de ces courants, ils ont évolué dans leur stratégie d'apparition, même dans leur manière de chercher à implanter, de diffuser leurs idées, de s'implanter. Je veux dire, même prenons le mouvement communiste, ce qui était la base du mouvement communiste, c'était les cellules d'usine. Et je dis pas qu'il faut pas faire des cellules d'usine, par exemple. Enfin, je suis pas sur ce débat-là, c'est encore une autre question. Mais en réalité, il y a très très peu de partis, même à l'échelle mondiale, de la gauche radicale qui se présentent sous cette forme-là organisationnelle aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce serait bizarre que le néofascisme en soit exactement la même forme nous apparaisse. Alors, ce serait commode, ce serait confortable d'une certaine manière, qu'on voit arriver des milliers de jeunes habillés avec des chemises brunes et qui paradent dans la rue en faisant des saluts romains, ou des saluts nazis. Je vous pose la question aussi parce
parce que dans le livre et puis globalement dans les réflexions. J'ai pas répondu du coup. Mais... Juste, je l'arrête là-dessus. Mais parce que je trouve ça intéressant sur effectivement comment reconnaître le fascisme. Et évidemment, nos grilles de lecture restent celles de Robert Paxton, de Umberto Eco, et qui aujourd'hui semblent peut-être ne plus correspondre exactement à ce qu'on est en train de voir à l'œuvre dans le monde. C'est juste. Voilà, mais tout à fait. Hein, et du coup, effectivement, enfin, on est parfois un peu perdu parce que effectivement, les mots sont pas exactement les mêmes. Quoique, des fois, on est... Enfin, sincèrement... Alors, attendez, parce que s'il y a 10 ans, on m'avait dit que la première fortune du monde ferait un salut nazi à l'investiture du président de la première puissance mondiale, enfin là, je me suis dit... J'ai passé mon temps, depuis 10 ans, à dire attention, les fascistes ne vont pas se représenter sous la même forme. Mais si la première fortune mondiale qui vient de soutenir financièrement et politiquement le candidat d'extrême droite se met à faire des saluts nazis, et par ailleurs, en plus, il y a quand même plein de gens dans les médias pour dire non, c'était pas un salut nazi, vous inquiétez pas. Ils continuent à dire non, tout ça n'a absolument rien à voir avec le fascisme, ne vous inquiétez pas. Enfin là, du coup, ça détruit mon argument qui était de dire ils vont se présenter sous d'autres formes. Parce qu'en il y a des éléments de discontinuité, évident. Je le disais sur le langage utilisé, mais là encore, même sur le langage, islamo-gauchisme, j'ai étudié tout. Il y a beaucoup d'historiens qui ont dit, mais c'est un décalque pur et simple du judéo-bolchevisme de l'entre-deux-guerres que l'extrême droite prétendait... d'une certaine manière châtier, quoi, enfin espérer châtier. Mais donc voilà, pour en venir à ta question sur qu'est-ce qui est commun, il me semble que c'est ni la forme exacte que prennent les mouvements, ni leur stratégie qui était très liée au contexte spécifique de l'entre-deux-guerres et le contexte politique, anthropologique, idéologique, culturel, etc. Ni les régimes exactement qui effectivement sont différents. Mais c'est plutôt pour moi une même, ou en tout cas une communauté de vision du monde dont découle un même type de projet. Cette communauté de vision du monde, pour moi, enfin, on peut lister un certain nombre de points. C'est pas du tout les mêmes points que Umberto Eco. Je me reconnais vraiment pas dans les points que mentionne Umberto Eco. Bon, c'est un grand auteur, il y a pas de problème. Et son livre est intéressant. Enfin, c'est un tout petit livre. D'ailleurs, c'est une conférence en vrai. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a plein de choses discutables parmi les critères qu'il mentionne. Moi, la vision que j'en ai, c'est et l'ensemble c'est pas vraiment des critères, mais enfin des éléments sont connectés les uns aux autres. En fait, c'est pas l'un de ces éléments qui fait que on est face à du fascisme. D'une certaine manière, c'est la cohérence entre l'ensemble de ces éléments. Et en plus, dans le truc de Umberto Eco, il y a trop de points. Enfin, vous pouvez pas faire une liste à la Prévert. Enfin, ça fait pas une définition. Bon. Oui. Mais bon, pour moi, il y a d'abord l'obsession du déclin, mais du déclin de quoi ? D'une communauté considérée comme organique et considérée comme fondamentalement homogène. Homogène. Alors, ils ne le disent pas toujours, mais biologiquement, le sang, bon, mais aussi homogène sur le plan, disons, identitaire, donc ethno-culturel, etc. Bon, voilà. Donc l'obsession du déclin de cette communauté. Alors qu'elle soit présentée comme la nation, dans la plupart des courants d'extrême droite, ou parfois la civilisation, pour les courants notamment néo-païens, plus européistes, la civilisation européenne, etc., ou la race, pour les courants les plus racialistes. Mais en tout cas, il y a cette communauté qui serait en déclin, en décadence, qui se délite, qui se décompose, etc. Pourquoi elle se délite ? Deuxième élément, paranoïa civilisationnelle, raciale. Tout ce délitement, toute cette décomposition est liée à la présence indue de minorités, de populations entières qui ne devraient pas être là parce qu'elles nous éloignent. Elle éloigne notre communauté de son identité profonde, de ses racines fondamentales. C'est impossible avec ça de retrouver notre grandeur passée, etc. etc. Donc, une forme de paranoïa civilisationnelle raciale qui se présente soit comme discours civilisationnel identitaire, soit comme discours racial, pseudo-biologique, etc. Mais bon, dans des courants plus marginaux. Aujourd'hui, c'est vraiment le discours civilisationnel identitaire qui est dominant, ultra dominant dans l'extrême droite, parce qu'il passe beaucoup mieux. On ne peut plus dire race et inégalité des races, légitimement d'ailleurs. Enfin, c'est très bien qu'ils se sentent obligés de ne pas utiliser ce langage d'une certaine manière. Ça renvoie à une sorte de victoire idéologique antérieure de la gauche, si on veut. Bon. Troisième élément, la haine de l'égalité et de l'ensemble des mouvements qui portent une exigence d'égalité. Évidemment, les mouvements antiracistes, féministes, LGBT, mais aussi le mouvement syndical, évidemment, qui est absolument honni par toutes les extrêmes droites du passé comme du présent et partout dans le monde. Les syndicats, en tout cas, en tant qu'ils défendent même minimalement les intérêts des travailleurs salariés. Et puis... donc au moins voilà, on va dire au moins ces trois éléments dont découle un certain type de projet qu'on peut résumer en quelques mots, qui est un projet de régénération
nationale ou civilisationnelle par épuration ou par purification. Pourquoi je parle de nationalisme purificateur ? Parce que c'est un certain type de nationalisme qui est quand même assez singulier par rapport à d'autres nationalismes, le nationalisme palestinien ou cubain, qui sont des nationalismes de libération vis-à-vis d'une puissance coloniale, d'une domination coloniale, etc., ou algérien à une certaine époque. Enfin, là, on est dans un nationalisme qui postule que la renaissance de la communauté en question ne peut s'opérer que si elle s'épure d'un point de vue essentiellement interne, d'un point de vue selon des lignes ethno-raciales et selon des lignes politiques. Si elle s'épure de ces éléments indésirables qui empêchent la nation d'être elle-même, en quelque sorte, la France n'est plus la France, etc. Mais elle s'épure aussi par ailleurs des mouvements qui la divisent, qui fracturent son unité en réalité imaginaire, donc les mouvements de classe, les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, qui empêchent évidemment la communauté nationale ou civilisationnelle de retrouver son unité fantasmatique, etc. Donc voilà, ce projet de régénération par purification, c'est vraiment pour moi ce qui est vraiment propre à ce courant politique-là, à cette famille politique-là, et qui ensuite, si vous voulez, dans ce périmètre-là, dans ce paradigme-là, plutôt, on pourrait dire, il y a différentes stratégies d'habillage, de stratégies idéologiques qui ne sont pas négligeables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder spécifiquement, mais dans les extrêmes droites contemporaines, notamment dans le néofascisme contemporain, par exemple, j'en distingue 3 dans le bouquin. La variante libertarienne autoritaire qu'incarne parfaitement bien Javier Milei en Argentine, en partie également Donald Trump, si on veut, même si c'est assez composite en réalité, et beaucoup moins cohérent chez Donald Trump que chez Milei, qui est d'une certaine manière beaucoup plus un doctrinaire. Notamment, c'est un intellectuel au départ, un économiste, il a un côté beaucoup plus doctrinal en quelque sorte, même si c'est un amuseur, grotesque, etc. Mais il a un côté beaucoup plus doctrinaire en réalité que Donald Trump. Donc la variété libertarienne autoritaire, la variété que je qualifie de libérale réactionnaire, plutôt Viktor Orban, Giorgia Meloni également, ou la variété française, notamment Le Peniste, notamment Marine Le Peniste, parce qu'ils ont connu des métamorphoses, le RN en 50 ans, depuis l'époque notamment ils disaient que leur modèle c'était Ronald Reagan dans les années 80, donc un ultralibéral, mais la variété de Marine Le Pen c'est ce qu'on appelle le social-nativisme. Je crois que c'est Piketty qui propose cette catégorie. Moi je trouve qu'elle est plutôt bonne, effectivement, qui vise à habiller d'un discours social, on sait, d'une forme de démagogie vaguement populiste, vaguement ouvriériste, nous le parti des petits, nous on défend les petits, les ouvriers, les classes populaires, etc. Avec y compris, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'était flagrant il y a 7, 8 ou 10 ans, des tentatives de reprendre certaines propositions de la gauche, clairement, augmenter les petites retraites, les bas salaires, tout ça a été abandonné évidemment, la retraite aux 60 ans abandonnée, renationaliser certains groupes, notamment de l'énergie, c'était à l'époque de Philippot, tout ça a été abandonné, mais ça leur a permis pendant un temps effectivement d'avoir un visage beaucoup plus social que ce qu'était le FN d'antan. Et le nativisme, voilà, c'est cette idée, c'est l'idée d'un projet visant à rétablir en quelque sorte la prééminence des natifs, des Français de souche, des vrais Français, etc., vis-à-vis de ces éléments indésirables qui sont là et qui nous empêchent de vivre dans la France telle qu'elle a toujours été, etc. Donc ce que vous soulignez là-dedans aussi, c'est le fait que le fascisme est opportuniste sur les questions économiques et sociales. Profondément, et à peu près sur à peu près toutes les questions en réalité, y compris les questions géopolitiques. Giorgia Meloni, par exemple, sur l'Union européenne ou sur la guerre en Ukraine ou sur le rapport à la Russie, tenait des discours très différents il y a 4-5 ans, et puis quand elle arrive au pouvoir, elle a paru très pro-ukrainienne, très pro-Union européenne. C'était pas du tout le discours de Fratelli d'Italia, son parti il y a 10 ans. Bon, le RN, de la même manière, a changé sur à peu près toutes les questions depuis 40 ans, et parfois en passant d'une position à une autre, et puis en revenant sur la position précédente. Par exemple, sur les questions économiques et sociales, c'est frappant de voir, ils étaient ultra-libéraux, encore plus que la droite traditionnelle, et que la droite libérale, encore plus que Madelin, ou en tout cas dans la veine de Madelin. Alors Madelin, il vient de l'Occident, donc c'est un ancien fasciste connu d'ailleurs.
Mais donc ils venaient de ça. Après, à partir des années 90, ils ont senti avec le déclin du PC, la chute du bloc de l'Est, etc., qu'il y avait quelque chose à jouer sur le plan du social, etc. Donc ils ont commencé à avoir une sorte de critique de l'eurolibéralisme, des politiques de certaines politiques en tout cas de privatisation, alors que c'était pas du tout leur ligne. Dans les années 80, il fallait tout privatiser, il fallait défoncer, démanteler la sécurité sociale, etc. Tout ça, c'était du socialo-communisme issu de l'après-guerre, etc. Il fallait mettre ça tout à bas. Donc ils ont changé. C'était calqué sur Reagan notamment. Voilà, dans les années 80. Après, dès les années 90, il y a un premier tournant qu'approfondit Marine Le Pen dans les années 2010, et puis là, elle y revient parce qu'elle se rapproche du pouvoir, et la stratégie actuelle, c'est draguer, séduire une partie de l'électorat du macronisme, les vieux de plus de 65 ans, j'ai rien contre eux, mais qui ont voté Macron en masse en 2022 notamment, une partie de l'électorat en fait, de la droite traditionnelle de LR, antérieurement UMP, antérieurement RPR, et tout ça, ça leur manque encore pour parvenir au pouvoir. Donc la stratégie, c'est de certainement pas les effrayer avec un programme économique et social qui pourrait ressembler à la gauche, et en fait justement de ne, parce que faut voir, Bruno Le Maire a dit que le programme du FN était marxiste. François Hollande avait dit il y a quelques années que Marine Le Pen parlait comme un tract du PC dans les années 70. Donc d'une certaine manière ils sont obligés de donner des gages parce qu'on n'a pas cessé de les tenser, notamment dans la presse de droite, et comme ils veulent draguer l'électorat de droite pour comme ils sont là vraiment dans la marche vers le pouvoir de leur point de vue, c'est pour eux la dernière étape en quelque sorte pour y parvenir. Donc, voilà. Alors j'aimerais juste qu'on revienne quand même sur un petit retour en arrière sur la violence politique, où il y a quand même tout un chapitre sur cette donnée-là, effectivement quand on parle de fascisme, on pense au fascisme historique, caractérisé par des milices paramilitaires, les chemises noires, les chemises brunes, comme vous le disiez, le squadrisme italien, les milices nazies. Quelle place occupent les tactiques violentes, l'intimidation, jusqu'à l'assassinat, dans ces néofascismes ? Je pense qu'il faut éviter deux écueils sur cette question. Le premier serait d'imaginer que le fascisme va nécessairement revient ou doit nécessairement revenir sous la forme, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais sous sa forme organisationnelle et stratégique de l'entre-deux-guerres, qui était en gros, pour faire vite, le parti militarisé de masse, c'est-à-dire un parti qui a une branche élitaire, parlementaire, qui cherche à faire élire des gens. Donc les nazis ont eu des députés, ils avaient dans leur parti des avocats, des juristes, ils avaient une branche tout à fait élitiste, bourgeoise, etc. Mais ils avaient effectivement un appareil de violence de masse, paramilitaires, notamment les sections d'assaut. De la même manière, Mussolini avait effectivement les squadristes, les chemises noires, etc. Donc ça, c'était le parti militarisé de masse. Et la plupart des mouvements fascistes dans l'entre-deux-guerres se sont construits en grande partie sous cette forme-là. C'est ça que, d'une certaine manière, d'ailleurs, que Mussolini a inventé le parti milice, une stratégie organisationnelle, une stratégie par ailleurs de destruction, qui était liée à cette stratégie de destruction de la gauche et du mouvement ouvrier, en réalité, et de son implantation, de son enracinement profond dans les villes, mais aussi dans les campagnes, d'ailleurs. Donc voilà, la première sensation, ce serait d'imaginer que s'il doit y avoir un retour du fascisme, c'est un fascisme qui reviendrait à l'identique, donc sous cette forme de parti militarisé de masse. Ceci dit, je dis que c'est peu probable, mais ceci dit, il y a quelques cas dans le monde contemporain où ça se rapproche de ça. Alors en Europe, il y a surtout le cas de Aube Dorée, il y a une quinzaine d'années, juste après l'énorme cure d'austérité qu'avait imposé l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Commission, la Banque centrale européenne et le FMI, la Troïka, au peuple grec. Et donc dans ce contexte-là, est réapparu non seulement électoralement, mais aussi dans les rues, un parti clairement néo-nazi, Krysiavdi, Aube Dorée, qui a commis des centaines d'attaques, notamment au début des années 2010, qui a tué des gens, notamment un rappeur antifasciste qui s'appelait Pavlos Fyssas, mais aussi des immigrés, notamment pakistanais. Donc Aube Dorée, qui a réussi à faire jusqu'à, je crois, 9 ou 10% aux élections, qui à un moment était annoncé même dans les sondages à presque 15%, juste avant que, par ailleurs, ils subissent un procès. Et aujourd'hui, la plupart des dirigeants d'Aube Dorée, sinon la totalité, sont en prison pour des affaires à la fois de meurtre, mais aussi de criminalité, des affaires tout à fait mafieuses, etc. Il y a eu un très grand procès il y a quelques années, et qui est lié par ailleurs à la réaction de la gauche et du mouvement antifasciste, du mouvement ouvrier grec, pour faire reculer Aube Dorée, y compris, je veux dire, à travers l'autodéfense, la confrontation politique, mais aussi physique, etc. Ce qui est absolument inévitable quand vous avez fait face à ce genre de mouvement, quoi. Pour le coup, on en parlera peut-être, mais la non-violence face à des mouvements qui sont
à ce point violent et de fait une forme d'impasse. Donc le premier écueil, c'est imaginer que le fascisme va nécessairement revenir sous cette forme-là, même si c'est pas totalement impossible qu'il revienne dans certains contextes aussi sous ces formes de parti milice, même si Aube dorée n'a jamais eu l'ancrage de masse, genre de ce que pouvaient avoir les partis fascistes de l'entre-deux-guerres. L'autre écueil, c'est d'imaginer que du coup, puisqu'ils ne reviennent pas comme parti militarisé de masse, eh bien le fascisme contemporain, c'est finalement quelque chose d'assez pacifique et donc de pas violent. Bon. Alors, quand on regarde les chiffres des morts, en réalité, ne serait-ce que ça, enfin c'est lugubre et horrible de dire ça, mais si on regarde les chiffres de morts au cours des 25 dernières années, de morts commis, de meurtres commis par les extrêmes droites au plan mondial, on est sur quelque chose qui est tout à fait sidérant. Prenons un exemple, le fascisme indien, actuellement au pouvoir, sous la forme de sa vitrine électorale qui est le BJP. Je dis le vitrine électorale parce qu'en fait, le fascisme indien, c'est un mouvement, enfin, la base, c'est quelque chose qui s'appelle le RSS, l'Organisation des volontaires nationaux, qui est née, en fait, il y a presque un siècle, sur le modèle explicitement du fascisme italien et du fascisme allemand. Ils se sont inspirés aussi bien sur le plan d'idéologie, de la pureté de la race, du suprémacisme hindou en l'occurrence, mais aussi sur le plan organisationnel en fondant toute une série d'organisations satellites de femmes, de jeunes, de syndicalistes, de paysans, etc. autour de ce mouvement, le RSS, etc. Et à un moment donné, ils se sont donné un parti politique par ailleurs qu'ils n'avaient pas au départ, qui est devenu le BJP, enfin qui a été le BJP, qui est donc dont le dirigeant principal est Narendra Modi, qui est au pouvoir depuis assez longtemps en Inde. Narendra Modi, c'est quelqu'un qui était gouverneur du Gujarat au début des années 2000, où à un moment lié du fait d'émeutes racistes commis par des milices suprémacistes hindous, il y a eu, alors le bilan officiel c'est 1150 morts environ, le bilan des ONG c'est plutôt 2000 morts parmi les communautés musulmanes de cet État. Pendant 10 ans à peu près, Narendra Modi, l'actuel président d'Inde, la première personnalité reçue très chaleureusement par Emmanuel Macron après sa réélection en 2022, Narendra Modi a été interdit de séjour aux États-Unis pendant près de 10 ans et dans la plupart des pays d'Europe aussi après les émeutes racistes, les pogroms anti-musulmans de 2002 dans l'État qu'il dirigeait, parce qu'on estimait qu'il avait largement encouragé ces pogroms. Non seulement il ne les avait pas entravés, mais il les avait largement encouragés par ses discours. Donc voilà. Donc si on prend ça, mais si on prend pour le coup les pays occidentaux et notamment les États-Unis, enfin depuis, si on prend sur les 15 ou 20 dernières années, donc on n'inclut pas pour le coup le 11 septembre, mais si on prend les 15 ou 20 dernières années, il y a eu plus de morts liées au terrorisme d'extrême droite que liées au terrorisme de personnes se réclamant de l'islam. Et les chiffres sont vraiment sidérants. Enfin, c'est bon. Donc c'est pas une question d'intensité, je dirais, de la violence. C'est une question de forme que prend la violence d'extrême droite. Et notamment, on a effectivement moins les milices, les bandes de masse, etc., qui viennent brûler, je sais pas, une bourse du travail, une maison du peuple, comme on dit dans l'Italie des années 20, etc., ou des sièges de la presse de gauche, etc., ce qui était vraiment le mode opératoire des fascistes italiens notamment, ou des nazis allemands, des sections d'assaut. On a des gens qu'on décrit souvent comme des loups solitaires, qui sont pas si en réalité à ce point des loups solitaires, au sens où je vais l'évoquer juste après, et qui commettent des tueries de masse, tout en étant de fait armés par une idéologie d'extrême droite, et par ailleurs, bien souvent, en ayant eu des liens tout à fait réels et tout à fait clairs avec l'extrême droite institutionnelle. Prenons Anders Breivik en Norvège. Il assassine 77 jeunes militants et militantes de gauche en 2011. C'est quelqu'un qui a été membre pendant 7 ans du principal parti d'extrême droite électoral institutionnel norvégien. Il me semble le Parti du Progrès, si je ne m'abuse. Donc c'est des loups solitaires, oui et non. Oui, effectivement, dans leur mode opératoire, ils vont agir seuls, mais ils sont non seulement, c'est pas juste en plus des gens qui sont abreuvés devant leur écran ou leur téléphone d'idées de fake news, racistes, etc. C'est des gens qui, y compris, peuvent avoir été membres ou avoir été proches de sensibilités. Alors soit les partis d'extrême droite institutionnelle, soit la scène identitaire pour certains, comme Brenton Tarrant qui a assassiné 51 musulmans et musulmanes en Nouvelle-Zélande à Christchurch en 2019. Soit des gens qui sont proches de la scène ou des scènes néo-nazis, etc. Donc c'est pas juste des gens dans leur garage qui regardent trop, qui sont trop sur Internet et qui se radicalisent tout seuls, etc. Ça, bon, mais c'est vrai que le mode opératoire de la violence d'extrême droite aujourd'hui, qui n'est pas moins, qui ne tue pas moins d'une certaine manière que très certainement que dans l'entre-deux-guerres, c'est pas le même que celui des bandes paramilitaires, etc.
Il y a par ailleurs un autre fait qu'il faudrait mentionner, c'est que globalement, la tolérance à la violence dans les sociétés, notamment occidentales, mais pas que, est bien moindre que dans la première moitié du XXe siècle. Donc c'est assez logique que par ailleurs, il y ait moins de faits d'agressions commises par des bandes d'extrême droite, etc. Et en particulier la violence politique par rapport à la première moitié du XXe siècle, où il y avait le climat créé par la Première Guerre mondiale de brutalisation des populations, de jeunes hommes qui avaient passé 4 ans en tout cas un temps important dans les tranchées, qui avaient tué, vu mourir autour d'eux, etc. Enfin, on est dans un contexte tout à fait différent du point de vue de l'exercice de la violence, de la tolérance à la violence, etc. Notamment dans les pays qui n'ont pas connu de guerre depuis très longtemps. Et donc, évidemment, les formes de violence politique avec des bandes, des formations paramilitaires de masse, ont peu de chances de réapparaître parce qu'il n'y a pas vraiment le matériau humain à une échelle de masse, l'expression est horrible, désolé, pour en quelque sorte s'enrôler dans des milices de masse, même si demain le RN, ils ne feront jamais ça. Mais vous voulez construire ce genre de formation paramilitaire, etc. En fait, je ne pense pas qu'ils trouveraient à la même échelle que dans l'entre-deux-guerres de quoi alimenter ces groupes paramilitaires. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Peut-être réponse complète. Je voudrais revenir sur la montée de l'extrême droite et la crise du néolibéralisme. Vous passez quand même les premiers chapitres à l'évoquer. La crise du néolibéralisme comme un moteur de la montée de l'extrême droite et peut-être en lien revenir effectivement sur cette notion peut-être d'extrême centre qu'on a évoquée au tout début. Voilà, quels sont les moteurs aujourd'hui d'installation durable de l'extrême droite dans le champ politique français ? Je vais prendre la question par l'aspect mondial et sur l'aspect capitalisme parce qu'en fait c'est impossible. Évidemment, les contextes politiques nationaux sont très différents, singuliers. Voilà. Et en même temps, on voit une progression presque simultanée des extrêmes droites à échelle mondiale, ce qui est quand même, là encore, assez sidérant. Parce que sinon, on se dirait, bon, les contextes nationaux sont singuliers, il n'y a aucune raison que l'extrême droite progresse à peu près au même moment dans la plupart des pays, etc. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue à l'échelle mondiale et qui renvoie à quelque chose qui est mondial, qui s'est déployé à l'échelle mondiale depuis en réalité très longtemps, mais notamment c'est ce qui s'est déployé à l'échelle mondiale. C'est pas seulement le capitalisme depuis des siècles, c'est aussi le capitalisme, mais si on périodise un peu davantage, c'est l'offensive bourgeoise qu'on appelle néolibérale à partir en gros de la fin des années 70, début des années 80, et qui effectivement a produit progressivement à toute une série d'effets politiques et idéologiques dans toutes les sociétés. Alors évidemment, à chaque fois modulé par le contexte national, par le niveau de lutte sociale et politique, de lutte de classe, etc., par l'issue des luttes victorieuses ou défaites. C'est pas pareil, évidemment, par exemple, si Thatcher avait perdu contre les mineurs en Angleterre, peut-être la suite aurait été différente. De la même manière que, par exemple, une partie de ce qui s'est joué en France depuis 30 ans est liée au fait qu'en 95, il y a une victoire du mouvement social qui a relancé en réalité les luttes sociales et politiques et même d'une certaine manière la vigueur même de l'intellectualité critique, enfin des théories critiques, etc. Et nous sommes d'une certaine manière... Pourquoi en France il y a ce niveau-là vraiment plus élevé de lutte sociale et politique, à l'échelle nationale notamment, qu'en Italie, en Allemagne, en Angleterre, précisément parce qu'il y a eu certaines luttes de masse victorieuses à des moments assez clés, et notamment l'hiver 95 contre le plan Juppé, retraite, etc. Puis ensuite une série de luttes de masse dont la plupart ont été défaites, mais dont certaines ont obtenu une victoire. Je pense à la lutte contre le contrat première embauche en 2006. Mais c'est pas tant le fait d'avoir obtenu telle ou telle victoire, c'est d'avoir maintenu ce niveau-là de... Bon. Mais en tout cas, donc le contexte national module la manière dont ça se passe, mais il y a un phénomène qui est mondial. Et notamment, on voit comment, en fait, c'est difficile de ne pas faire le lien entre la progression, voire l'explosion des extrêmes droites au plan mondial, et la crise, les effets de la crise de 2007-2008 dont on parle plus beaucoup. En réalité, crise dont le capitalisme n'est jamais véritablement sorti, ça n'a jamais retrouvé sa respiration en quelque sorte. Le capitalisme est très malade en réalité, il est dans une phase potentiellement, certains économistes, même orthodoxes, parlent de stagnation séculaire. Donc c'est ça l'état du capitalisme. Et donc dans cet état-là, alors, ça permet d'expliquer plusieurs choses, au moins notamment deux, sur notamment ce qui est vraiment le tournant des 10 dernières années du point de vue de l'extrême droite. Pour moi. C'est l'alliance qu'il n'y avait pas il y a 10 ou 15 ans entre des pans entiers de la classe bourgeoise, capitaliste, des classes dominantes, peu importe comment on les appelle, mais appelez-les comme ça, et les extrêmes droites.
il y a 15 ans, il y avait des patrons qui soutenaient l'extrême droite, notamment des petits patrons, des moyens patrons, en réalité rarement des grands patrons. Bien sûr, il y a eu des grands patrons qui ont utilisé des milices d'extrême droite pour briser une grève dans les années 60, 70, Talbot, Poissy, qui utilisaient des nervis d'extrême droite, enfin, toujours. Bon. Ou des luttes paysannes dans tel ou tel pays, etc. Mais il n'y avait pas de choix fait par des secteurs importants du capital en faveur de forces d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que ça leur allait très bien de soutenir, en gros, la droite traditionnelle, qu'elle soit conservatrice ou libérale, de tolérer les social-démocraties dans la mesure où les partis centre-gauche avaient totalement accepté le cadre de l'économie de marché, du capitalisme, etc., et considéraient que ce cadre était en réalité indépassable. Et donc, bon, d'une certaine manière, ça allait. Enfin, Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances sous Jospin, ça va. Michel Sapin, ministre d'économie et des Finances de François Hollande, du point de vue capitaliste, ça va. On sait qu'il n'y aura pas de rupture avec les politiques néolibérales. Si on est un actionnaire, et ça, il n'y a pas de problème. Donc, là où ils commencent à avoir un problème, c'est que les partis dominants, les partis qui ont gouverné le capitalisme dans à peu près tous les pays, l'Angleterre, prenons ne serait-ce que l'Angleterre, la France ou même l'Allemagne, ont perdu une large partie, voire presque l'entièreté du crédit, de la légitimité politique qu'ils avaient. Or, évidemment, enfin, le capitalisme n'a pas seulement besoin, au niveau de l'entreprise, au niveau vraiment purement économique, d'extraire du profit. Il a aussi besoin de gouvernements capables de conduire les affaires du pays, d'imposer un certain nombre de réformes ou de contre-réformes favorables au patronat, y compris de jouer un rôle idéologique, etc. Et donc, il leur faut quand même des partis pour faire ça. Et donc, le problème, c'est qui va prendre le relais. Dans le cas français, c'était l'UMP et le PS qui ont gouverné pendant des décennies. L'UMP, Pécresse a fait moins de 5% et Hidalgo a fait moins de 2%, je crois, ou dans ces eaux-là. J'ai oublié, tellement c'était grotesque. Donc ils ont un problème en quelque sorte de relais, de trouver des forces politiques qui sont capables de jouer ce rôle de relais sur la scène politique et capables d'impulser notamment une nouvelle offensive, une nouvelle séquence en réalité d'imposition de contre-réformes néolibérales. Parce que le capital, dans la mesure où le système capitaliste est dans une phase relative de stagnation relative, a besoin, par exemple, d'aller plus loin dans le fait de faire sauter toute une série de régulations sociales, environnementales, etc. C'est pour ça que Trump, quand il arrive au pouvoir, un des trucs qu'il fait parmi mille autres, c'est d'autoriser l'exploitation minière des fonds marins. Donc c'est ouvrir un nouveau terrain d'accumulation du capital pour ceux, en partie, qui l'ont qui l'ont soutenu financièrement, notamment le capital fossile. Le capital fossile est un soutien évident et inconditionnel de Donald Trump, parce qu'il leur a promis effectivement de permettre toujours davantage d'extractivisme, etc. Donc voilà, faire sauter des régulations environnementales, faire sauter des régulations sociales, et puis il y a encore plein de choses à privatiser en réalité. C'est vrai que d'un point de vue de gauche, on se dit qu'il y a énormément de régressions sociales qui ont eu lieu depuis les années 80. C'est vrai, sur l'âge de départ à la retraite, sur les services publics, sur le droit du travail, etc. Mais du point de vue capitaliste, si vous êtes un libertarien, vous pensez que la société française, c'est une société socialiste, sinon communiste. Donc une sécurité sociale qui immobilise des centaines de milliards d'euros par an qui ne vont pas dans les circuits financiers de valorisation actionnariale, etc. Mais c'est un drame absolu pour eux. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils demandent chaque année au Père Noël la privatisation intégrale de la sécurité sociale. Je veux dire. Donc, pour lancer une offensive de cet ordre-là, ils savent très bien que ça va supposer ça va générer des convulsions sociales et politiques, qu'il faut des forces politiques qui ont du crédit, qui ont de la légitimité, qui ont une base sociale dans la population, et par ailleurs qu'il va très certainement falloir renforcer l'État dans sa capacité de répression et dans sa capacité à mater en réalité les contestations à venir dans ce nouveau rang en quelque sorte d'offensive néolibérale bourgeoise, quoi. Donc ça, c'est un premier point, c'est la perte de légitimité et de crédit. Et juste pour résumer ce que je dis, la perte de crédit des partis dominants, et donc il faut leur trouver un relais, et donc on va soutenir les forces d'extrême droite comme quelque chose qui peut faire relais, qui par ailleurs en plus l'extrême droite a cet avantage d'avoir, dans la plupart des pays, réussi à construire une certaine base sociale que n'ont pas les droites traditionnelles, une base sociale notamment dans une partie au moins des classes populaires, donc c'est royal en quelque sorte du point de vue de la classe capitaliste, c'est se dire on va réussir peut-être grâce à l'extrême droite à entraîner une partie des classes populaires derrière nous et derrière cette idée de réformer là encore le soi-disant modèle social français, mais c'est vrai également ailleurs, hein. Ce que là encore ce que ne pouvait pas faire Macron pour une raison simple, c'est qu'il n'avait aucune base dans les classes populaires,
y compris en 2017, enfin, ont quasiment aucune base. Et par ailleurs, voilà, l'autre point que j'essaie d'évoquer, c'est qu'il y a des segments, enfin des secteurs plutôt du capital, qui ont un intérêt évident et premier, comme il y en avait dans l'entre-deux-guerres, ça a été pointé, je sais pas, par Daniel Guérin dans Fascisme et Grand Capital, qui montrait notamment que l'industrie lourde en Allemagne avait particulièrement soutenu Hitler parce qu'elle avait et le parti nazi parce qu'elle avait des intérêts spécifiques à soutenir ce type de politique par rapport à d'autres secteurs de l'industrie ou du capital allemand. Après, on peut discuter dans le détail, mais là, on voit bien comment le capital fossile, la big tech, les industries d'armement, de surveillance, mais aussi l'agro-business, par exemple, qui a un certain rôle, notamment, je sais pas, par exemple, au Brésil, et bien, comment tout ça, c'est des secteurs qui misent de manière extrêmement active sur, de manière sonnante et trébuchante, c'est-à-dire avec vraiment de l'argent, sur des forces d'extrême droite. Et ça, vraiment, c'est un aspect quand même nouveau par rapport à il y a 10-15 ans, qui renvoie, in fine, à la crise du capitalisme. Je vois que le temps tourne et j'aimerais bien qu'on laisse un peu de temps aux questions du public. J'aimerais peut-être arriver directement sur la fin de votre livre et sur comment... Désolé, je t'ai vraiment coupé la chic parce que je sais que tu avais beaucoup de questions. Non, j'en ai plein, mais je pense que les gens en ont aussi, donc je voudrais laisser un peu la parole. Est-ce que, une question assez simple, donc après toutes ces réflexions, tout ce livre, comment affronter, lutter, résister à cette dynamique fasciste internationale? Tu parles, toi, du renouveau. J'ai dit une bêtise? Non, c'est pas une petite question. C'est une petite question. Et j'aimerais bien te citer page 81. Tu dis « Il s'agit de comprendre le fait que l'extrême droite ne sera pas vaincue principalement par une entreprise de réfutation sur le terrain des faits ou de la logique, car le fascisme est instable, irrationnel, produit du trouble de saturation, ni d'ailleurs d'éducation politique, comme s'il suffisait de former à l'antiracisme ou au féminisme pour se trouver débarrassé des tendances lourdes à la progression des extrêmes droites. La clé demeure le renforcement des formes d'organisation et de mobilisation collective du côté des classes exploitées et opprimées, ainsi que la construction d'une alternative politique. » Je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. Parfait. Je veux bien. Et peut-être rajouter, mais quelles sont ces alternatives politiques aujourd'hui? Comment les renforcer? Comment faire en sorte qu'elles progressent face à cette dynamique fasciste? C'est dur comme question, je sais. Non, c'est une question difficile, mais bon. En fait, le côté difficile de l'affaire, c'est que c'est qu'il n'y a pas de modèle clé en main. Bien sûr. Bon, si quelqu'un avait craqué le code à l'échelle mondiale sur comment on répond à l'extrême droite, comment on riposte à l'extrême droite de manière efficace, comment on les fait reculer, comment obtenir des victoires durables face à l'extrême droite, bon, ça se saurait. Et donc moi, je suis très méfiant vis-à-vis des modèles. Voilà, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut dire ça, il faut dire ci, etc. Par contre, il me semble qu'on sait un certain nombre de choses depuis 40 ans, et on peut même, à partir de l'expérience de l'entre-deux-guerres, sur qu'est-ce qui conduit à la défaite. Qu'est-ce qui conduit à la défaite? Par exemple, la tentation de reprendre tout ou partie de l'agenda, du langage, des propositions de l'extrême droite, que ce soit de la part de la droite qui a fait ça de manière régulière depuis 40 ans, Jacques Chirac, qui est quand même qui a une sorte d'appréciation positive aujourd'hui, c'est celui qui parle du bruit et de l'odeur des immigrés, avec l'idée explicite qu'on va réussir à regagner l'électorat de la droite traditionnelle, qui effectivement était parti en partie vers le RN, vers le FN à l'époque. Bon. D'ailleurs, c'est vraiment le moment, où Jean-Marie Le Pen, réagissant aux propos de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur, dit c'est très bien qui dit ça, c'est très bien pour nous parce qu'à la fin les gens préfèrent l'original à la copie. Elle est connue cette citation de Le Pen, mais elle est consécutive à ces propos de Jacques Chirac, et qui a raison in fine 30 ans après? C'est Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Plus vous allez sur le terrain de la droite, et alors je dis, ça a été la tentation à droite constante, et ça a été la tentation de la droite, et ce qu'ils ont fait, pas seulement une tentation, dans les années 20 et 30, notamment en Allemagne, ce que documente par exemple Johann Chapoutot dans son livre Les Irresponsables, c'est qu'en fait, ils commencent à gouverner comme l'extrême droite aspire à gouverner. Bon, d'une manière notamment extrêmement autoritaire, antidémocratique, en menant des campagnes de répression fortes contre la gauche. Alors ils le font d'une manière moins forte que ce que feront ensuite les nazis, mais ils commencent déjà à gouverner, notamment par ordonnance, en contournant les institutions démocratiques bourgeoises, etc. Enfin bon. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie conséquente des gauches qui ont pu aussi avoir ce type de stratégie. Enfin, quand vous dites, comme François Mitterrand,
c'était pas rien. François Mitterrand, il a été président pendant 14 ans. Que le seuil de tolérance a été atteint en matière d'immigration. Dans les années 80, il dit ça. Le seuil de tolérance a été atteint en matière d'immigration. Bon. Donc il faut pas qu'il y ait d'autres immigrés qui arrivent. Ça pose tout un tas de problèmes. La phrase de Michel Rocard sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il s'est défendu après en disant mais oui, mais j'ai aussi dit qu'il fallait quand même prendre notre part, etc. Quand vous lisez l'interview intégrale, je crois que c'est 7 sur 7, on peut pas, les jeunes ne peuvent pas se souvenir, mais bon, avec Anne Sinclair, où il dit ça, c'est vraiment toute la citation est horrible. Enfin, il dit l'immigration, ça pose plein de problèmes dans les quartiers quand ils sont trop nombreux. C'est vraiment, ça va quand il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils sont trop nombreux, là, ça pose des problèmes. C'est la phrase de Hortefeux à l'époque de Sarkozy, quoi. Vraiment, enfin. Et après, bon, François Hollande, le quinquennat Hollande, avec toute cette stratégie de courir derrière l'extrême droite, en proposant la déchéance de nationalité, qui était un truc que seule l'extrême droite proposait quelques années auparavant. Effectivement, on parle beaucoup de la fenêtre d'Overton, mais cette fenêtre d'Overton et d'acceptabilité des idées d'extrême droite, pour le dire autrement, elle a été ouverte par la droite, par la Macronie notamment dans la dernière période, mais aussi par le Parti socialiste à de très nombreuses reprises au cours des 40 dernières années. Bon. Donc ça, on sait que c'est l'autoroute vers la défaite. Ça, c'est évident que ça nous mène à la défaite. Bon. D'autres choses qui mènent à la défaite, c'est ne pas chercher, ne pas trouver les voies de l'unité. Bon, d'une certaine manière, on ne peut pas combattre l'extrême droite de manière dispersée. Alors ça ne résout pas le problème de quelle unité, sur quel projet, sur quel programme, etc. Mais la recherche de l'unité, même quand il y a peu de force pour la pratiquer, etc., reste malgré tout quelque chose, à mon avis, qui est, disons, indépassable, enfin incontournable en quelque sorte. Même quand il y a des trahisons, etc., il faut continuer à chercher à construire une unité, peut-être pas vis-à-vis des forces qui ont trahi le mandat qu'elles avaient signé dans le cadre du nouveau Front Populaire il y a un an, en 2024, je pense en particulier au Parti Socialiste. On leur demandait pas d'un seul coup d'être pour la rupture avec le capitalisme, on leur demandait juste de respecter le programme qu'ils avaient signé, sur lequel ils ont fait élire des gens. Enfin, c'est quand même assez sidérant de les voir faire ce qu'ils font actuellement. Bon. En prenant des airs un peu nous on est responsables, etc. Enfin, bon. Mais donc ce que je veux dire c'est voilà, l'unité, ne pas se placer sur le terrain de la droite et y compris de l'extrême droite. Après il y a d'autres choses qu'on peut dire d'un point de vue plus idéologique ou politique. Il y a le fait pour moi de briser le récit justement de la normalisation de l'extrême droite, ce que j'essaie effectivement de faire depuis assez longtemps, ne serait-ce qu'en rappelant pas simplement les origines, mais même les continuités idéologiques, politiques, programmatiques et même stratégiques pour partie des extrêmes droites contemporaines vis-à-vis du fascisme classique, en arrêtant d'utiliser un langage plein d'euphémismes sur ce qu'ils proposent. Il faut appeler la Manif pour tous un mouvement réactionnaire de masse contre l'égalité des droits. Il faut appeler les propos d'un ministre de l'Intérieur disant « abat les voiles » parce qu'il ce sont des discours racistes, islamophobes, etc. Il faut cesser de se regarder derrière son petit doigt et ne rien dire là-dessus. Bon, voilà, donc briser le récit de la normalisation du RN, briser le récit par ailleurs de l'inéluctabilité de leur arrivée au pouvoir, de l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites, même si effectivement ça devient une probabilité importante et l'extrême droite parvient au pouvoir dans une série de pays, mais il n'y a jamais rien d'inéluctable, il n'y a rien d'inéluctable, même y compris au fait qu'ils restent au pouvoir. Alors évidemment, le fait qu'ils arrivent au pouvoir rend les choses beaucoup plus compliquées pour les mouvements de contestation, la gauche, etc. Mais les exemples, y compris de Bolsonaro ou de Trump, la première expérience de Trump, montrent qu'ils n'ont pas absolument partie gagnée, même arrivant au pouvoir, pour tout un tas de raisons. Ça ne veut pas dire qu'en gros, ça supprimerait d'un seul coup les résistances, y compris au sein de l'État, mais les résistances en particulier en dehors de l'État, les résistances populaires, etc., qui peuvent se déployer à une échelle importante et enrayer la dynamique de fascisation. Après, pour le reste, il y a effectivement la question, je dirais, donc tout ça est un peu en négatif, mais moi j'ai un peu dit des choses sur l'unité. Il y a la question de la bataille des idées, de la bataille culturelle, etc. Et il y a la question de l'alternative. Et les deux sont très importantes. Je pense qu'il ne faut absolument pas opposer les deux en disant il faut tout miser sur la bataille culturelle d'un côté, ou alors il faut tout miser sur la bataille de l'alternative, bien souvent conçue sur un plan strictement électoral. Or, y compris d'un point de vue électoral, la gauche, dans son ensemble, en quelque sorte, comme projet de rupture minimale avec l'ordre des choses, ne peut pas l'emporter, ne peut pas vaincre sur le seul terrain électoral. C'est en réalité impossible et surtout ne peut pas ensuite engager des transformations s'il n'y a pas une intense mobilisation populaire, etc., à l'appui d'une politique de rupture. Donc voilà, bataille culturelle. On pourrait faire une distinction. Il y a
bataille culturelle sur notamment les questions d'idées politiques, mais bon, sur lesquelles qui peuvent être très majoritaires dans l'opinion, augmenter les salaires, remettre de l'argent dans les services publics, mais pour lesquels la plupart des gens pensent que c'est pas possible. Donc pour lequel la bataille de conviction, la bataille politique, la bataille idéologique, la bataille culturelle, c'est en quelque sorte élargir l'horizon d'une bonne partie de la population qui, d'une certaine manière, même si elle n'a pas accepté tout le récit néolibéral du ruissellement des richesses du haut vers le bas, est malgré tout marquée par ce truc néolibéral qui est qu'il n'y a pas d'alternative, qui est que c'est bien beau, ce serait bien beau d'augmenter les salaires, ce serait bien beau d'avoir des super services publics dans lesquels on remet de l'argent, d'embaucher des profs, d'embaucher les contractuels, etc., de revenir sur 4 décennies de précarisation, etc., mais on ne peut pas le faire parce qu'on est dans une économie mondialisée, les riches et les patrons vont partir, les capitaux, etc. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment une des grandes batailles politico-culturelles de notre temps, en quelque sorte, parce que, enfin, je sais pas, autour de nous, on voit, les gens peuvent être tout à fait d'accord avec des idées minimalement de gauche, celles qui étaient même dans le programme du NFP, d'une certaine manière, vraiment minimalement, mais se dire, c'est bien beau, mais de toute façon, ça n'arrivera pas. Ce que raconte Félicien Faury, par exemple, le sociologue, quand il parle des électeurs du Front National, c'est il dit, c'est des gens, ils peuvent être tout à fait hostiles aux riches, aux patrons, notamment aux grands patrons, à la finance, etc. Mais ils pensent que de toute façon, tout ça, ils sont intouchables. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire contre leur pouvoir, etc. Et c'est pour ça qu'il faut s'en prendre à d'autres parasites, en quelque sorte, que seraient les immigrés, etc. Et donc prôner une sorte de redistribution horizontale des plus pauvres vers des gens un peu moins pauvres, plutôt que des plus riches ou des riches vers les pauvres, ou des patrons vers les salariés, parce que de toute façon, les patrons ou les riches, le capital, c'est intouchable. Bon. Donc voilà, ça c'est un premier pan de la bataille culturelle. L'autre pan, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est on ne doit pas renoncer à mener des batailles sur des terrains où on est minoritaire. Et c'est ça qu'a fait la gauche depuis 40 ans, sur la question par exemple de l'immigration. On n'en serait pas là si la gauche institutionnelle, notamment, n'avait pas à ce point reculé vis-à-vis des discours xénophobes anti-immigrés. Si le PC, à un moment de son histoire, n'avait pas fait les discours de Georges Marchais sur le fait qu'il fallait stopper l'immigration, y compris en voyant des bulldozers sur des foyers de travailleurs immigrés, alors c'est il y a longtemps, ok, ils ont en partie assez largement évolué au revenu sur cette période, mais le Parti socialiste au pouvoir a fait de très nombreuses expulsions d'immigrés sans papier, etc. Là encore, en rupture avec ce qui pouvait être le sens commun, on va dire, de gauche dans les années 70, par exemple. Donc voilà, énormément de recul et pas de bataille politique, culturelle, menée, militante. La bataille culturelle, y compris chez Antonio Gramsci, qui parle de bataille culturelle, il est tout le temps cité pour la bataille culturelle, Gramsci. Bon, Gramsci, quand il dit ça, lui, il pense bataille militante, bataille d'organisation. Il ne pense pas uniquement écrire des bouquins. Enfin, c'est bien écrire des bouquins, voilà, il y en a qui le font. Écrire des tribunes, animer un site internet, tout ça, c'est très important. Et je crois faire des podcasts, sinon je ne le ferai pas. Oui. Mais tout ça, ça n'a d'importance d'une certaine manière que si c'est connecté à un effort d'organisation collective de tous les aspects de la vie en société, dans l'entreprise, dans les universités, dans les quartiers, dans les villages, etc. Et la bataille pour Gramsci, la bataille culturelle, c'est fondamentalement une bataille pour faire émerger ce qu'il appelle les intellectuels organiques, qui ne sont pas du tout des universitaires, qui sont, pour lui, l'intellectuel organique, c'est le syndicaliste, qui articule des idées complexes et qui va faire bouger les lignes sur le plan idéologique et politique au niveau, là où il est, quoi. Bon. Donc voilà, donc, la bataille, c'est une bataille militante du coup, ça rend vivante l'idée que l'antifascisme ou la lutte contre l'extrême droite, c'est l'affaire de tous et toutes. C'est pas une affaire juste de dirigeants politiques ou d'intellos, etc. C'est vraiment l'affaire de tous et toutes, partout où on est. Et dernier point, la bataille pour l'alternative. Mais là encore, alors avec deux choses, c'est en articulant le social et le politique, c'est-à-dire en n'opposant pas les luttes sociales extra-parlementaires, écolos, antiracistes, féministes, etc., à des luttes strictement électorales, qui sont des luttes politiques à proprement parler, évidemment sur un terrain qui n'est souvent pas favorable aux classes exploitées, aux classes opprimées, etc., et aux partis les plus radicaux, mais qui est un terrain qu'on ne peut pas abandonner, qu'on ne peut pas d'une certaine manière laisser aux professionnels de la politique et aux partis bourgeois, etc. Donc c'est absolument obligatoire en quelque sorte. Bon. Et l'autre chose, c'est que l'unité ne doit pas, parce que je défendais l'unité tout à l'heure, mais ne doit pas conduire à mettre sous le tapis les débats d'orientation, les débats stratégiques. L'unité, c'est pas tout le monde ferme sa gueule et c'est pas l'unité sur n'importe quel type de programme. Si c'est l'unité pour refaire ce qu'a fait François Hollande en 2012, bah merci, au revoir. En 2032, le RN est à 70%.
Et j'exagère à peine, je pense, sincèrement. Donc l'unité ne doit pas être opposée à un effort de clarté et même d'une forme de radicalité, parce que précisément la situation que l'on affronte, la polycrise du capitalisme, comme on dit parfois, la crise à la fois environnementale, sociale, économique, politique et même spirituelle dans laquelle on est, l'énorme aliénation, la situation d'aliénation dans laquelle on est du fait des évolutions du capitalisme, fait qu'on est contraint en quelque sorte d'être radical par rapport à ce à quoi on fait face. Je m'arrête là. Merci Hugo. On va passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur ? Moi, j'avais une petite remarque sur la situation nationale et une question sur la situation internationale. Sur la situation nationale, je ne sais pas si la catégorisation et l'outil politique woke qu'ils ont repris des États-Unis est si inopérante que ça. D'une part parce que ça permet quand même de rassembler sous la même étiquette toutes les figures du traître à la communauté nationale, que ce soit sur la question de genre, de race, d'égalité sociale, etc. Et puis d'autre part parce que tous les médias Bolloré ont embrayé là-dessus et ça fait quand même une force de frappe qui n'est pas négligeable. Donc je ne sais pas si c'est si inopérant que tu le disais. Et puis la deuxième question, comment tu situes Poutine dans cette galaxie des mouvances d'extrême droite? Et est-ce que c'est un facteur clivant à l'intérieur des extrêmes droites européennes ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment une question secondaire? Je pense que c'est plutôt des remarques, mais qui sont des questions pour si c'est vrai ou pas. En gros, la première question, c'est que si on voit la plupart des régimes fascistes actuels, hormis occidentaux, genre notamment l'Inde, et en quelque sorte en partie l'Amérique latine, je ne sais pas si ce que j'ai remarqué est vrai ou pas, mais ça quand même, il y a aussi une articulation qui se fait sur une certaine islamophobie qui a été aussi un peu racialisée envers notamment les Arabes. Parfois on inclut dedans aussi les Perses et notamment les Pakistanais, notamment quand on voit les deux derniers conflits, notamment entre l'Inde et le Pakistan, où la plupart des extrêmes droites occidentales et aussi notamment Amérique du Sud et Russie, si je dis pas de bêtises, en ligne sur le côté de l'Inde en disant la protection contre la civilisation musulmane, et le cas vraiment palestinien avec Gaza qui articule tout, où vous avez toutes les extrêmes droites qui soutiennent Israël, et même en Amérique du Sud, où même si l'islamophobie n'est pas tant présente, avec par exemple la nominée au prix Nobel de la paix vénézuélienne qui cite et qui avait, je sais plus vraiment dit que l'Israël fait du bon travail, ou encore Milei qui est vraiment proche d'Israël malgré qu'il n'a jamais vraiment eu de logique islamophobe en Argentine. Et le second cas, c'est que même si en France on réussit à bâtir, le problème c'est que face à un réseau fasciste entre guillemets international, si uniquement la France réussit à bâtir, si elle se retrouve isolée, etc., face même à ses voisins, en oubliant l'Espagne, parce que c'est peut-être le seul brin d'espoir, le seul espoir en Europe, à une Italie fasciste, à une Allemagne avec une gauche qui, j'ai pas envie d'en parler, et la plupart des pays nordiques qui tombent dans le fascisme parce qu'il n'y a pas de contre-proposition à l'extrême droite, et à tout le reste du monde qui n'a pas en fait de proposition de gauche vraiment tenable. Merci beaucoup. J'ai pas encore lu le livre, donc j'ai hâte de le lire. J'avais une question sur le rapport. Vous disiez tout à l'heure, ils disent n'importe quoi, ou en tout cas ils sont dans l'espèce de sidération. Et une question un peu sur le rapport au vrai, au réel, aux scientifiques. Bon, on a vu Trump et ses attaques contre les universités et d'autres discours du vrai. Je me demandais si c'était quand même quelque chose qui était un peu soit un marqueur, soit quand même quelque chose sur lequel j'entends qu'on va pas leur faire entendre raison, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut jouer dans cette dynamique de mobilisation collective? Et un peu en lien avec ça, me demander si vous voyez parce que vous dites, je pense à très juste titre, que les extrêmes droites, en particulier en France, regardent ce qui se passe aux États-Unis, qui semblent avoir beaucoup de moyens pour mettre en place ça. Si ces attaques contre les universités ou sur le savoir, sur l'histoire, on le voit très bien sur le récit national, mais si c'est quelque chose qui pouvait les inspirer.
Et j'avais un dernier point de ma question, mais que j'ai oublié, donc c'est pas grave, ce sera déjà suffisant. Merci. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question ici. Oui. Merci. Déjà, merci beaucoup pour tes propos qui sont pour moi bons à marteler aujourd'hui en ces temps un peu troubles. Moi, j'avais une question notamment sur le contexte international. Quand on voit aujourd'hui les partis traditionnellement centristes en Allemagne, par exemple, avec la CDU qui est un peu de centre-droit, avec Merz qui dit aujourd'hui que le Stadtbild il est un peu pollué par les migrants, ou alors d'un autre côté quand on a Starmer du parti travailliste après avoir purgé la faction vraiment de gauche avec Corbyn et compagnie, quand il donne des gages en fait aux manifestations d'extrême droite en disant on va réduire drastiquement l'immigration pour faire plaisir justement à nos électeurs qui n'en sont pas. Est-ce que pour toi on n'assiste pas un peu au champ des signes des partis centristes, on dira? Hugo, est-ce que tu veux répondre à ces questions déjà? Je vais commencer par la dernière. Oui, là encore, faut moduler pays par pays en quelque sorte, parce que les réalités sont quand même assez disparates. Mais ce qu'on voit, c'est soit la transformation, ou on pourrait dire la fascisation des appareils traditionnels de la droite. Sylvie Laurent, l'historienne, dit aujourd'hui dans le monde occidental, le parti républicain états-unien est le plus grand parti d'extrême droite. Si on regarde son langage, ses propositions, etc., ce qu'elle fait au pouvoir, bon, ça me semble assez indéniable. Donc il y a ce processus-là. Donc soit c'est la transformation des organes traditionnels de la droite, soit c'est ils sont atomisés et il n'en reste rien et c'est l'extrême droite qui prend leur place. Soit ils se retrouvent comme junior partner, comme on dit, comme partenaires subalternes de coalition dominés par l'extrême droite. C'est ce qui se passe en Italie avec Forza Italia, qui a longtemps été le parti de la bourgeoisie italienne, à partir des années 90 en tout cas. Et même la Lega, d'une certaine manière, qui était le parti dominant à droite il y a quelques années encore, et qui sont aujourd'hui outrageusement dominés par Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Alors on verra ce qui va se passer dans les années à venir. C'est à mon avis le destin des droites françaises. Bon, on en parlait tout à l'heure avant la rencontre, mais moi je pense que, je vois pas comment c'est possible que des pans entiers, sinon l'essentiel de l'appareil des Républicains, ne basculent pas dans la subordination au RN après une victoire. Si le RN devait gagner, par exemple, l'élection présidentielle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient encore, je me souviens, j'avais argumenté contre ça, aujourd'hui je sais même pas si je le ferai encore, mais il y a 7-8 ans sur... oui, mais bon, si le RN arrive, si le FN gagne l'élection présidentielle, ils arriveront jamais à avoir une majorité aux législatives. Non, mais n'importe quoi. Ils auront une majorité législative en faisant une coalition avec des pans entiers de la droite traditionnelle. Enfin, il faut mesurer que, pour la première fois de son histoire, le RN a réussi à récolter le dirigeant principal du parti de la droite bourgeoise, du parti historique de la droite bourgeoise, à savoir Éric Ciotti. Il y a 15 ans, ou 10 ans, c'était Thierry Mariani. Vous connaissez Thierry Mariani? Bon, peut-être pas. Il n'est pas inoubliable. Il était ministre des Transports sous Sarkozy. C'était un troisième couteau, si vous voulez. Donc là, on voit bien que la période a changé. Et puis, vous avez plein d'édiles de droite, des maires de villes moyennes ou grandes, etc., qui se diront, de toute façon, le peuple de droite est largement, les gens qui élisent la droite, le peuple de droite si on veut, est largement lui-même extrémisé ou fascisé d'une certaine manière par 20 ans, 25 ans de Sarkozy, puis Fillon, puis Zemmour, etc., qui finalement, et Retailleau, qui disent quasiment exactement la même chose, voire tiennent des discours plus radicaux que l'extrême droite, parce qu'ils cherchent à les doubler sur leur droite pour récupérer une partie de leur électorat. C'était la stratégie de Zemmour, d'une certaine manière. Zemmour, c'est un pur produit, un journaliste proche du RPR, du Figaro, qui d'une certaine manière aujourd'hui apparaît encore beaucoup plus extrémiste que Marine Le Pen. C'est une question de stratégie et de positionnement. C'est pas qu'en soi il est plus extrémiste, d'une certaine manière on s'en fout, c'est pas la question. C'est que sa position dans le champ politique impliquait qu'il ait cette stratégie de surenchère permanente dans le racisme, dans l'islamophobie, dans l'autoritarisme, etc. Bon. Mais donc oui, je pense qu'à terme, les partis qui ont gouverné le capitalisme, du fait même justement de la crise du capitalisme, sont voués à être pas toujours balayés, mais en tout cas mis en position subalterne par soit par des forces historiques de l'extrême droite,
Donc comme le RN, le FPE autrichien, Fratelli d'Italia, qui est un parti relativement récent, mais en fait qui est l'héritier du MSI, donc c'est un vieux parti, soit battu par des nouvelles forces. Vox en Espagne, l'AfD en Allemagne, le parti de Nigel Farage, Reform UK, qui va battre, de fait c'est sûr, les conservateurs en britannique pour la première fois. Et LR a été battu à plat de couture par le RN en France. C'est aussi le destin sans doute peut-être de la droite portugaise, alors que le parti extrême droite a seulement émergé il y a 5 ans. Chegg, ce qui veut dire que ça suffit. Enfin bon. Donc oui, j'irai dans votre sens, effectivement. Mais là encore, ça renvoie à la crise d'hégémonie, c'est à la crise de représentation politique, et in fine, qui elle-même est liée à la crise du capitalisme, mais par toute une série de médiations qu'il faudrait décrire un peu plus. Bon. Sur le rapport au vrai, au réel, aux scientifiques, etc., est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut jouer ? Alors, moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est la gauche ne doit pas abandonner ce terrain, mais ne doit pas, on ne devrait pas abandonner ce terrain, mais sans illusion sur le fait que debunker je sais pas quoi, ça apporterait une réponse fondamentale à la montée de l'extrême droite. Il y a ce truc un peu, cette espèce d'illusion rationaliste qui consisterait à dire on va défaire tout ce que l'extrême droite fait en termes d'illusions, de mensonges, etc. Et puis on va former les gens à l'esprit critique, à l'antiracisme, au féminisme, etc. Et ça va suffire d'une certaine manière à renverser. Bon, bien sûr que c'est une composante d'une stratégie antifasciste. Enfin, j'insiste, je pense qu'il faut faire ce travail. Il faut pas, par exemple, tomber dans l'extrême droite repose sur une politique en quelque sorte émotionnelle, donc faisons pareil, imitons l'extrême droite, singeons l'extrême droite dans cet appel aux affects, aux désirs, etc. et arrêtons de parler rationnellement. Non, je pense qu'il faut un discours de rationalité, effectivement, il faut continuer à parler, y compris des intérêts matériels des gens, et pas simplement de questions un peu vaporeuses, etc. Et intérêt matériel, c'est pas que de classe, ça peut être aussi en matière de lutte antiraciste, de lutte féministe, etc. Il faut parler aux gens, et ça veut pas dire parler que au porte-monnaie, mais il faut aussi parler du porte-monnaie, des conditions de travail, des salaires, des services publics, de la précarité, etc. Mais donc, effectivement, c'est juste que ça ne... Des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette illusion de tout miser sur le debunkage des mensonges, des fake news d'extrême droite, et que ça peut oblitérer ce qui, à mon avis, est quand même le centre de l'affaire, qui est la question de l'organisation collective, sur tous les terrains, je l'ai évoqué tout à l'heure, et la question de la mobilisation de notre camp, et que c'est notamment dans les moments de grande mobilisation que les gens sont ouverts à d'autres idées, et y compris peuvent se libérer de certaines attaches idéologiques. Et donc en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est qu'à froid, le debunkage et la formation, ça ne permettra pas de faire reculer l'extrême droite, même s'il faut le faire. Sur les autres questions, alors, il y avait pas mal de choses. Sur la question du wokisme, j'ai peut-être un peu exagéré effectivement, mais mon point c'était pas, bien sûr c'est une bonne stratégie dans le sens de coaliser l'adversaire, de dire tout ça, c'est et bien sûr superficiellement ils sont pas d'accord. Mais en vrai, ils sont d'accord sur ce truc d'agenda woke. C'est juste que, je pense que ils sont tellement dans le mimétisme vis-à-vis de la droite américaine qu'ils n'ont même pas mesuré à quel point le vocable même, le mot woke ne marchait pas. Si vous voulez, je pense que, par exemple, la stratégie de Marine Le Pen qui est de parler de mondialisme et de dire il y a le mondialisme d'en haut, la finance déterritorialisée, mondialisée, etc. Et puis le mondialisme d'en bas, qui est les immigrés, notamment du Sud global, les musulmans qui arrivent par millions en Europe et qui islamisent l'Europe, etc. D'une certaine manière, c'est une stratégie idéologique, à mon avis, plus puissante parce qu'elle est plus parlante immédiatement. Et d'une certaine manière, elle revient à la même chose. C'est un peu ce que vous dites, c'est à coaliser leurs adversaires patronaux, mais en même temps, les patrons et les syndicats sont d'accord pour qu'il y ait de l'immigration, etc. Macron est d'accord avec les féministes sur tel ou tel truc. D'ailleurs, ils ont tous voté Macron au deuxième tour, etc. Bon. Donc, évidemment, ça, c'est une bonne stratégie. Je parlais juste de l'aspect, je dirais, langagier, juste pour signaler, je voulais signaler surtout à quel point ils étaient dans un mimétisme vis-à-vis des stratégies politiques et culturelles de la droite ou de l'extrême droite états-unienne. Et par ailleurs, c'est homologue de ce que faisaient les fascistes de l'entre-deux-guerres. Sauf que les fascistes de l'entre-deux-guerres parlaient des marxistes. Mais dans marxistes, ils faisaient entrer, par exemple, les mouvements féminins
plus que féministes, voire les mouvements féministes, rentraient dans ce qu'ils appelaient en général les marxistes. Tout ce qui contestait l'ordre social était subsumé dans la catégorie des marxistes. Par ailleurs, dans marxiste, quand vous prenez la langue de Hitler dans Mein Kampf ou la langue des fascistes, etc., c'est pas que les communistes, hein. Parce que aussi les social-démocraties à l'époque se réclamaient explicitement du marxisme, mais c'était toutes les branches réformistes ou radicales ou révolutionnaires qui étaient englobées dans ce truc, les marxistes. Il faut faire reculer les marxistes, l'hydre marxiste, etc. Ou le bolchevisme. Les extrêmes droites, notamment dans les Amériques, parlent beaucoup du marxisme culturel, là encore pour englober plein de trucs. Les nazis parlaient du bolchevisme culturel, là encore avec ce truc un peu englobant, très homologue. Sur Poutine, comment on peut le caractériser ? C'est typiquement pour moi la trajectoire de fascisation de la droite conservatrice. Poutine, quand il prend le pouvoir, c'est un représentant de fait. Si on regarde ce qu'il faisait, les discours qu'il tenait, ce qu'il défendait au début des années 2000 notamment, c'est un conservateur sur les mœurs, comme on dit, et même largement réactionnaire. Et son mouvement Russie Unie est évidemment un mouvement réactionnaire, notamment sur les questions féministes, LGBT, etc., et un libéral sur le plan de l'économie de marché. Et il a en quelque sorte préfiguré, mais comme quelques autres avant, hein, Berlusconi aussi est d'une certaine manière un préfigurateur de ce qu'est devenu la droite entre-temps. Sarkozy a été aussi assez tôt sur ces lignes-là. Hein. C'est avec cette stratégie d'extrémisation qui n'est pas simplement liée à une évolution idéologique personnelle. C'est le fait de s'affronter à un certain nombre de difficultés. C'est un peu le cas d'ailleurs de Erdogan aussi. Erdogan, quand il arrive au pouvoir, c'est un représentant plutôt d'une droite assez libérale. Même sur la question kurde, en réalité, il est plus conciliant, il est pour des négociations avec le mouvement kurde, là où le parti de centre-gauche, le CHP, est plutôt beaucoup plus dur sur la question des rapports avec le mouvement kurde. Et en fait, Erdogan, pour faire face, mais à toute une série de difficultés à la fois économiques, sociales, et politique, le fait qu'il perde des élections notamment au niveau local, va progressivement extrémiser son discours, son agenda, sa politique même, avec un aspect extrêmement brutal et meurtrier vis-à-vis notamment du mouvement kurde et extrêmement liberticide. Hein. Je rappelle, le parti pro-kurde de l'HDP a été interdit il y a quelques années. Il a été remplacé par le DEM, mais et là il a mis en prison le maire d'Istanbul qui était supposé capable de le battre aux prochaines élections présidentielles. Donc voilà, Erdogan, c'est pas une question de matrice idéologique de départ qui ferait que ces gens étaient déjà ce qu'ils sont devenus d'une certaine manière. Ils le sont devenus aussi au gré des rapports de force socio et politiques, des luttes, des résistances qui leur ont été opposées et la perspective pour eux de perdre le pouvoir. Donc la fascisation, c'est pas que lié à une question d'idées dans la tête de tel ou tel à tel moment, c'est pas que lié à un patrimoine politique qui serait celui de tel ou tel courant politique, c'est aussi lié à le fait d'adopter une stratégie de radicalisation autoritaire, raciste, etc., lié aux difficultés que peuvent rencontrer ensuite ces partis. C'est pour ça que, y compris le RN au pouvoir, la question, c'est pas est-ce qu'ils sont d'emblée, est-ce qu'ils ont un agenda fasciste, etc. C'est de se dire, ils arrivent au pouvoir. Évidemment, la première chose qu'ils veulent consolider, c'est le fait de rester au pouvoir. Bon. Et donc, si vous voulez rester au pouvoir dans une société comme la France, qui n'est pas l'Italie du point de vue de la combativité, de la conflictualité, etc., ça supposera assez nécessairement une offensive très brutale vis-à-vis des oppositions, des contestations syndicales, mais aussi collectifs écolos, antifascistes, antiracistes, etc. Par ailleurs, dans un pays dans lequel le répertoire de gouvernement et de répertoire d'action de l'État s'est largement radicalisé et brutalisé au cours des dernières années sous l'effet et de Hollande-Valls et de Macron, évidemment, l'explosion de la répression policière et judiciaire des mouvements de contestation en particulier dans les 10 dernières années, à mon avis, est là le fait le plus évident. Bon, voilà. Mais donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu sur Poutine, mais comment on le caractérise ? Oui, c'est un dirigeant de la droite fascisée. Aujourd'hui, la Russie est une des choses qui se rapproche le plus d'un régime fasciste sur la scène mondiale. Est-ce que ça crée des points de clivage au sein des droites européennes ? En partie, ça l'a fait beaucoup dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine début 2022. Pour donner un exemple, j'ai l'impression que pas mal ont oublié, mais Marine Le Pen avait cru que c'était un bon coup de publier elle allait sortir des 4 pages avec elle pour asseoir sa stature internationale, elle en photo avec Vladimir Poutine. Tout ça a été jeté à la poubelle par centaines de milliers. D'un seul coup, Louis Alliot est devenu favorable à l'immigration.
l'immigration ukrainienne. Donc, il a envoyé 2 bus en Pologne pour récupérer des réfugiés ukrainiens pour montrer à quel point, en fait, ils n'étaient pas du côté de Poutine. Alors, évidemment, en pleine séquence électorale présidentielle, ça faisait mauvais genre. Mais donc, oui, ça a créé effectivement, de la part de toutes ces extrêmes droites qui voyaient Poutine, dans Poutine une forme de modèle. Hein. Le seul qui n'a pas trop cédé sur ça, c'est Orban, parce que bon, il est bien installé. Et bon, voilà, mais il y a plein de raisons. Mais oui, ça crée un point de clivage, y compris même en Italie, entre Fratelli d'Italia et la Lega. Ça crée une sensibilité un peu différente sur ces questions-là, et notamment sur la guerre en Ukraine. Bon, ça ne les empêche pas de gouverner ensemble. C'est ça, le truc, c'est que la famille politique des extrêmes droites a bien des divergences sur plein de sujets. Mais ils ont essentiellement des divergences tactiques et stratégiques. Ils en ont quelques-unes sur le plan plus idéologique, programmatique, etc. Mais ils ont beaucoup de divergences tactiques et stratégiques qui sont tout à fait capables de surmonter à travers ce que Charles Maurras, hein, l'idole des jeunes, l'idole des gens d'extrême droite, encore aujourd'hui, hein, pour partie, un grand idéologue de l'action française au début du XXe siècle, appelé le compromis nationaliste. Ils n'ont pas de problème à pratiquer des formes de compromis nationalistes dès que ça leur semble profitable, et ils ont, si vous voulez, effectivement, pour moi, une matrice idéologique commune qui leur permet effectivement d'agir de manière convergente la plupart du temps. Même si, après, chacun a ses stratégies. Il y en a qui ont une stratégie, le RN a une stratégie strictement électorale institutionnelle aujourd'hui, très peu militante. Zemmour a une stratégie essentiellement électorale, mais il a essayé d'aller davantage sur le terrain militant. Les identitaires ont une stratégie plutôt historiquement de communication, de buzz, impliquant les réseaux sociaux, etc. Les nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire les néo-nazis, eux, ont une stratégie de rue. Il y a ceux qui ont une stratégie plutôt effectivement digitale, comme il y a ceux qui ont une stratégie vraiment culturelle, comme la nouvelle droite, ou de formation, mais aussi d'élaboration, etc. Donc, il y a évidemment, dans la flotte fasciste, il y a différentes embarcations. Chacun a sa stratégie, mais autour d'un projet qui me semble largement commun. Et alors, dernier point, je suis vraiment trop long. Est-ce que la France est isolée en Europe? On pourrait dire dans le monde. Non. Je pense pas, mais je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure. Si vous voulez, évidemment, les scènes politiques semblent verrouillées, la situation semble extrêmement bloquée et clairement pas favorable au mouvement d'émancipation. Ceci dit, ce qui devrait nous faire réfléchir, et évidemment donner une forme d'espoir. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre l'extrême droite si on n'a pas des formes d'espoir et qu'on ne mise pas d'une certaine manière sur quelque chose. La chose principale sur laquelle on peut et on doit miser, c'est sur ces grands moments d'effervescence et de contestation populaire de masse qui ont eu lieu de manière vraiment très régulière et dans de très nombreux pays depuis 15 ans, qui montrent qu'il y a toute une partie de la population au niveau mondial, et notamment des jeunesses, mais pas que, et des classes populaires, mais aussi des femmes, qui cherchent une voie émancipatrice, à la fois alternative à l'extrême centre, aux néolibéraux, etc., et aux extrêmes droites néofascistes. Là, la révolte qu'on voit, les révoltes qu'on voit de la jeunesse du Népal à la Colombie, l'Équateur, en passant par Madagascar ou le Maroc ou quelques autres pays, montrent en quelque sorte la voie. C'est-à-dire, en fait, dans une situation politique qui semble verrouillée, qui semble bloquée, c'est le cas en fait de la France. La situation semble extrêmement bloquée parce qu'elle est maintenue uniquement sur la scène parlementaire. Et effectivement, sur la scène parlementaire, la seule chose qui pourrait secouer d'une certaine manière le cocotier, c'est effectivement un mouvement de masse dont on a vu on a perçu qu'il pouvait émerger en septembre. Il a été d'une certaine manière bloqué pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais bon, mais c'est ça qui, d'une certaine manière, peut faire bouger là les rapports de force sociaux et politiques dans la période à venir. C'est pas tel ou tel mécano parlementaire, ni même une élection qui aurait lieu à froid, etc. S'il n'y a pas effectivement là, dans la situation sociale et politique en France, une forme de soulèvement populaire de la jeunesse, etc., effectivement, les rapports de force sont ce qu'ils sont et l'extrême droite a de fortes probabilités d'arriver au pouvoir. Donc moi, je suis pas, j'essaie pas de prôner une forme de pessimisme, sinon effectivement un pessimisme de la raison en quelque sorte. Il faut regarder tout ce qu'on a en face, la puissance de l'adversaire d'une certaine manière, les grandes tendances de fond, les grands facteurs de système, etc. Ceci dit, quand on est dans l'action, compris l'action notamment collective, on voit aussi toute une série de points d'appui en France et ailleurs. On prend l'Italie.
l'Italie paraissait, je m'arrête sur l'Italie, mais l'Italie c'est un bon exemple. L'Italie paraissait typiquement la société qui en Europe dans les 20 ou 30 dernières années n'avait plus connu de très grands mouvements sociaux à l'échelle nationale, etc. Même s'il y a de la combativité un peu partout en Italie. C'est pas vrai que c'est un pays qui serait uniformément passif, etc. Mais là, d'un seul coup, on a redécouvert que, effectivement, il pouvait y avoir des niveaux de conflictualité à l'échelle nationale via notamment un mouvement de grève pour Gaza, en solidarité avec la Palestine, en solidarité avec Gaza, de manière quand même, qui a surpris, je pense, tout le monde, y compris des camarades ou des militants, militantes italiennes. Donc ça prête à un optimisme qui n'est pas immodéré, c'est pas de dire c'est génial, la situation est excellente, comme disait le président Mao, l'avenir est radieux, etc. Enfin, je suis pas en train de dire ça, vous avez remarqué, c'est pas trop le genre de la maison, mais il y a, à mon avis, toute une série de points d'appui. Un qui est qu'au sein de la jeunesse, c'est pas vrai qu'il y a une voie royale pour l'extrême droite. Il y a des progressions de l'extrême droite, notamment chez les jeunes hommes dans toute une série de pays, ça c'est vrai. Dans le cas français, en réalité, le RN stagne plutôt chez les 18-24 et les 25-34 depuis presque 10 ans. Et c'est vraiment pour le coup plutôt la gauche de rupture qui progresse. Donc ça dit quelque chose. Là, je parle sur le plan électoral et ça se voit d'une certaine manière aussi dans les mobilisations sociales. Merci Hugo. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Si vous souhaitez vous procurer le livre, il est disponible à l'accueil, évidemment. Et si vous voulez discuter, s'il y a des timides qui souhaitaient du mal à poser des questions, vous pouvez venir discuter rapidement avec Ugo Paletta. Merci beaucoup. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec le sociologue Ugo Paletta à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 octobre 2025, à l'occasion de la reparution chez Textuel de son ouvrage « La Nouvelle Internationale Fasciste », réalisé et mis en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.